Merci à tous de nous avoir rejoints pour cet entretien, cet webinaire spécial de French Morning avec French Bee. On va vous expliquer, si vous ne savez pas ce que c'est que French Bee, on va en parler pendant 1 heure. Et surtout, on a le plaisir de recevoir Marc Rocher, qui est le président de French Bee, également de Air Caraïbes, qui sont 2 compagnies aériennes qui sont propriétés d'un groupe indépendant français, le groupe Dubreuil, qui sont un peu une exception dans le paysage aérien français. On en reparlera évidemment. Et puis, on va parler beaucoup de la pandémie, des conséquences de la pandémie pour le transport aérien en général et pour les liaisons entre New York et Paris, ou plus largement entre les États-Unis et Paris, plus particulièrement. Ça va être l'objet de cet entretien, de cette heure d'entretien. Marc, merci beaucoup à nouveau de nous rejoindre pour parler de ça. Je vous rappelle, comme d'habitude, vous avez la possibilité de poser vos questions. Certains d'entre vous l'ont déjà fait par email. Je les relayerai tout à l'heure auprès de Marc. Mais si vous voulez, vous pouvez laisser vos commentaires, soit si vous êtes avec nous sur Zoom, dans l'endroit réservé à cet effet, ou alors en commentaire sur Facebook. Et là aussi, nous essaierons de les relayer dans la mesure du temps disponible. Alors, Marc, on s'était parlé, on avait fait un événement à New York en février ou mars 2020, février 2020, ce qui semble un siècle à peu près. Vous étiez à ce moment-là en phase de préparation de l'ouverture de la ligne Paris-New York sur French Bee. Évidemment, ça n'a pas eu lieu pour les raisons qu'on connaît, mais surtout depuis, l'industrie aérienne a été vraiment très, très perturbée par cette crise de l'industrie aérienne mondiale, évidemment. Il est encore un peu tôt pour faire les bilans de ceux qui auront gagné ou de ceux qui auront perdu face à cette crise mondiale, mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a un secteur qui a très clairement perdu, c'est celui de l'industrie aéronautique. Est-ce que vous pouvez simplement, l'industrie, pardon, des compagnies aériennes plus exactement, est-ce que vous pouvez simplement, pour commencer en quelques mots, nous dire la situation, ce à quoi vous avez eu à faire face, principalement pour French Bee, mais comme je disais, vous êtes aussi le patron d'Air Caraïbes, donc peut-être pour l'ensemble du groupe. Merci Emmanuel, bonjour à tous nos amis américains. Je vous parle depuis les bureaux de French Bee à Paris-Orly. C'est une journée d'espoir, c'est une journée forcément sympathique puisque ça nous permet d'échanger en direct avec vous. C'est aussi pour nous une journée importante puisque vous le savez ou vous l'avez vu dans les médias, depuis ce matin, nous pouvons sortir dans la rue sans porter le masque. Donc après les mois très difficiles, pour ne pas dire plus que nous avons vécu, on voit quand même un petit peu le soleil ou selon les uns et les autres, la lumière au bout de notre route et c'est important. Comme l'a dit Emmanuel, je pense que vous êtes tous suffisamment bien informés pour avoir pu le mesurer. On a vécu une crise terrible, imprévisible, qu'aucune compagnie n'avait dans ses scénarios. On a des scénarios d'incidents économiques majeurs, on a des scénarios par exemple de crise diplomatique dans lesquels on essaye de préparer des options de réponse, mais ce qui vient de nous arriver, ça on l'avait écrit nulle part. Ce qui est aussi intéressant dans ce qui nous a touchés, c'est que ça a été une succession de crises. On parle maintenant de la crise pandémique, on dit tous que nous espérons, nous formulons des vœux pour qu'elle soit derrière nous, mais en fait, on a vécu des événements les uns derrière les autres. Donc, pour la partie française, mais bien sûr, ça s'est recopié dans bien d'autres pays. On a en fait vécu, nous, 3 confinements. Le premier, j'allais dire, annoncé par un discours très solennel, très guerrier du président Macron le 17 mars 2020, il y a un peu plus d'1 an. C'était le premier confinement, l'arrêt total. Pour nous, French Bee, pour nous, Air Caraïbes, quelque chose qui ne nous était jamais arrivé, la fermeture de l'aéroport d'Orly. C'est-à-dire que Orly n'a pas non seulement réduit ses activités au 6 millions de sommeil, non, on a fermé Orly jusqu'au 22 juin. Ça a été un impact colossal. Et puis l'été 2020, premier déconfinement, on formule des espoirs, on relance une partie de nos vols, pas à 100%. Après, je vous donnerai quelques chiffres, quelques éclairages rapides. Et puis à l'automne, nouveau confinement, nouveau déconfinement à la veille des vacances de Noël, peu d'espoir, une reprise du trafic et on a recommencé encore cette année. Donc, 3 confinements successifs, c'est épuisant.
c'est quelque chose de très dur à vivre, tant sur le plan professionnel que personnel, parce qu'on le voit aujourd'hui, maintenant qu'on demande à tout le monde de revenir au travail, de relancer l'été, on voit bien que les comportements, les psychologies, du côté des clients, mais aussi du côté de nos personnels, ont évolué. On a appris des choses, il y a encore des choses qu'on n'a pas compris, pour être clair, et modestement, et avec beaucoup d'humilité, mais on porte l'espoir qu'on est maintenant reparti pour connaître, si possible, des mois, des années de croissance, parce qu'il y a une différence majeure. Et pour moi, en tant que manager, chef d'entreprise, c'est un élément clé. La différence majeure, c'est la vaccination, bien sûr. On a recommencé 3 fois des confinements parce que dans les 2 premiers, on n'avait pas trouvé de solution médicale, si ce n'est que de porter des masques, de se laver les mains, les gestes barrières, tout le monde connaît pas ça par cœur, mais ça ne suffisait pas. On pense que le vaccin va faire changer la structure même de l'environnement sanitaire et ça se voit pour l'instant. Espérons que ça va se confirmer. Et c'est un peu dans ces dispositions auxquelles nous sommes. Alors, on l'a dit, hein, c'est une crise évidemment considérable pour l'ensemble de l'industrie du transport aérien, qui du coup a déclenché un peu partout dans le monde, en tout cas dans le monde occidental, des aides, souvent massives. Qu'est-ce qu'il en a été pour vous? Est-ce que vous aussi, vous avez dû recourir à ces aides? Quelle a été la situation? Alors, deux choses. D'abord, l'impact de la crise. On a, alors je vais parler de 2020, puisque c'est l'année, nous sommes en année fiscale calendrier, donc nous, deux chiffres pour vous donner un éclairage. Sur l'année 2020, donc début d'année favorable, premier confinement, l'été, deuxième confinement. On perd un peu plus de 40% de notre chiffre d'affaires. Et pour les entreprises Air Caraïbes et French Bee, qui appartiennent à un groupe privé, qui est un groupe robuste, le groupe Dubreuil, on passe en perte. On va perdre un peu plus de 60 millions d'euros. En gros, on y laisse, pour vous donner des points de repère, des ordres de grandeur, on y laisse 3 ans de nos profits. Alors, heureusement, nos compagnies étaient, entre toute modestie, plutôt bien gérées. On a gagné de l'argent avec Air Caraïbes, on a gagné de l'argent avec French-Bee, qui est une compagnie plus jeune, donc a forcément les épaules un peu moins solides. Le groupe Dubreuil est lui-même très robuste, donc on a pu traverser ça, mais on a été quand même très secoué et on est toujours debout. Et maintenant, on part à la reconquête de nos marchés et puis surtout à retrouver nos clients. Pour répondre à ta question, Emmanuel, qu'est-ce qu'on a eu comme aide d'État? Alors là, je dois dire que clairement, on n'est pas dans le monde de l'équité, on n'est pas dans le monde du respect de règles simples. Au début de la crise, nous avons sollicité à plusieurs compagnies aériennes, effectivement, l'État, parce que c'était une crise d'une ampleur exceptionnelle. Tout le monde allait y rester s'il n'y avait pas eu l'État. Et je dois dire que l'État français a réagi rapidement sur des mesures simples mais efficaces. Activité partielle, donc couverture des coûts de chômage partiel des entreprises, report des taxes, report des redevances, dispositif de glissement de tout ce qui était impôts et autres. Donc ça a été rapide, en un mois et demi, ça a été efficace, ça s'est appliqué à tout le monde. Bravo, monsieur le maire. Vraiment efficacité. Dans le transport aérien, on n'a pas été ensuite traités tous de la même façon. Et là, on a eu affaire à 2 comportements de l'État. Bon, mais c'est l'État français et d'autres États se sont comportés différemment. Un État français, aide majeure, colossale à la compagnie Air France. Alors, on peut le comprendre. C'est une compagnie nationale, c'est une compagnie qui porte les couleurs de notre pays, c'est une compagnie qui a un réseau mondial, mais l'aide a été massive, elle a été colossale et je dois dire sans condition. Dont acte. Bon, on peut en porter jugement. S'il y a des questions, je serai très ravi d'essayer d'y répondre avec ma vision de ce comportement. Et puis, pour les compagnies qui étaient à côté d'Air France et qui, en France, sont quand même non négligeables, il y a des compagnies régionales, il y a des compagnies long courrier, Corsair, Air Tahiti. Ben là, ça a été fait un petit peu à la tête du client. Et je le dis franchement, pour Air Caraïbes et French Bee, on n'a rien reçu, tout simplement parce que on était en bonne santé quand on est rentré dans la crise. Alors, l'État m'a dit, parce que j'ai reporté les couloirs de Bercy, de différents ministères, oui, mais comprenez,
est-ce que vous êtes à l'agonie? Ben non, je ne suis pas à l'agonie parce qu'on était costaud et on est encore debout. Ah bon, bah alors écoutez, nous, pour l'instant, on se sert plutôt d'un extincteur et on éteint les incendies. Si vous n'avez pas un incendie à tous les étages de la maison, on ne fera pas grand-chose pour vous. Et nous sommes aujourd'hui dans cette situation-là. Alors, que le monde ne soit pas juste, ce n'est pas une découverte. Que les États n'aient pas des politiques cohérentes, ce n'est pas une découverte non plus. Le problème que ça crée, c'est que derrière, au moment où nous vivons cette reprise, tout le monde ne repart pas avec les mêmes atouts ou les mêmes forces et faiblesses, et qu'on va être très attentif à des conditions de concurrence loyale, parce qu'il nous semble que quand les États interviennent, il y a deux choses qui sont sacrées. Le premier, c'est que c'est l'argent du contribuable et que ça, on n'a pas le droit d'en faire n'importe quoi. Et la deuxième chose, c'est que si l'État intervient, c'est en quelque sorte pour soigner et non pas transfuser. Là, on a été dans la transfusion de certaines compagnies, dont la compagnie nationale, on ne l'a pas soignée, elle reste avec ses problèmes. Bon, voilà un peu le commentaire que je peux faire. Alors, nous, on est une boîte privée, on est des soldats, on remonte au front. On a fait quand même deux choses particulières pendant cette crise, dans cet environnement d'aide et autres. La première chose, on a signé avec tous nos personnels, et vous savez que dans l'aérien, les personnels, c'est quand même des rapports compliqués, surtout dans un pays aussi conservateur que nous sur le plan social. Les pilotes, les hôtesses de l'air, vous connaissez ces comportements. Première chose, on a signé avec eux des accords dits performance collective. C'est d'ailleurs des accords qui ont été initiés quand il était candidat par le président Macron. On appelle ça les accords de performance collective, ordonnance Macron 2017. Et on a pu baisser volontairement les salaires de tout le monde. Les pilotes, les hôtesses de l'air, les personnels, les cadres, les dirigeants. On a baissé notre masse salariale d'un peu plus de 12 ou 13% instantanément, sans attendre les accords collectifs qui sont des choses trop lentes, complètement inadaptées. En échange, deux engagements de notre groupe. Le premier, nous avons pris l'engagement de ne licencier personne, en tout cas pas en dehors de quelques cas individuels volontaires, mais on n'a pas fait de plan de réduction de massive. Donc moi, j'ai gardé tout le monde à bord. Bon, j'ai dit, on est dans le bateau, on va s'en sortir ensemble. On s'en sortira peut-être pas, mais on va sortir de cette crise ensemble. Et on y est aujourd'hui. Et la deuxième chose, quitte en négociant un peu au couteau, comme on le dit, avec Airbus et autres, on a maintenu nos investissements. Donc, on avait acheté avant la crise des A350, on en a déjà 8 en opération, et on a continué, et là, on en reçoit un. Mardi prochain, j'en reçois encore un, et puis il y en a d'autres qui arrivent encore cette année. Donc, on a joué sur le futur, et ça nous a été plutôt favorable, puisque maintenant, en sortie de crise, j'espère qu'on aura un temps d'avance sur nos concurrents. Qu'est-ce qui fait que vous vous sentez un peu en concurrence déloyale avec, alors peut-être Air France, mais aussi avec d'autres plus petites compagnies qui ont bénéficié de ces soutiens dont vous parlez? Qu'est-ce qui pourrait faire que cette concurrence dont vous parlez, là, au moment où les choses redémarrent, et on parlera du redémarrage pour ce qui vous concerne dans quelques minutes, évidemment, les gens attendent ça avec impatience, ces annonces, mais qu'est-ce qui fait que vous vous sentez éventuellement en position de concurrence déloyale? Sur quoi ça porterait? Je vais vous donner deux, trois exemples parce que bien sûr que c'est un sujet éminemment complexe, mais je vais vous donner deux, trois exemples pour que tous nos amis spectateurs qui nous écoutent touchent ce qu'est notre activité, ce qu'est notre métier, notre expérience. Quand vous êtes dans une entreprise qui est en pleine crise, tout le monde le sait, la chose que vous surveillez à la loupe tous les matins, c'est le cash. Parce qu'une entreprise, elle ne meurt pas parce qu'elle s'est trompée, elle ne meurt pas parce qu'elle était sur les bons marchés ou pas bons marchés. Bien sûr que c'est des causes fondamentales d'un échec. Elle meurt parce qu'elle n'a plus d'argent. Et donc, tous les matins, on a surveillé le cash dans nos entreprises. C'était notre cash, puisqu'on a reçu, en dehors de l'activité partielle et le report des taxes et redevances, dont j'ai porté témoignage, on n'a pas reçu d'autres aides directes. Et quand vous surveillez le cash tous les matins, tout le monde connaît ça. Si vous décidez de faire une activité, ouvrir une boutique, ouvrir un restaurant ou faire un vol avec un avion, il y a quelque chose qui est fondamental, c'est ce qui s'appelle la marge couverture. C'est-à-dire que pour ouvrir, pour faire un vol vers les États-Unis, enfin on parlera du cas particulier des États-Unis, vers les Antilles et autres, ça va me coûter du pétrole, ça va me coûter un peu d'équipage, ça va me coûter la maintenance. Donc, est-ce que je vais transporter assez, avoir assez de revenus passagers et cargo pour justifier de faire ce vol? Si je ne couvre pas mes frais variables, bien entendu, je ne fais pas le vol.
Quand vous recevez beaucoup de cash de l'État et que ça coule à flot, vous n'avez pas ce raisonnement. Et donc, vous lancez des vols, soit pour faire bien, soit pour être présent. Et ces vols, comme vous ne les remplissez pas, ben, ça vous emmène à appliquer, pour essayer d'attirer quelques clients, des tarifs qui sont en fait des tarifs de prédation, puisque de toute façon, vous ne surveillez pas votre cash, puisque votre cash est arrivé. Premier comportement. Deuxième type de comportement, dans ces moments-là, vous pensez un peu à l'avenir et ce que je peux comprendre, vous avez vos pilotes, toute la profession qui vous pousse en disant oui, mais on est dans la crise, il faut revoler, et vous relancez vos vols, vous ne surveillez pas votre marge coût variable, et donc vous mettez de la surcapacité. Un exemple, 2019 dans le transport aérien, avant la pandémie, a été une très très bonne année pour tout le monde. Très bonne année dans le trafic. Alors, bien sûr, il y a des hauts, des bas, mais je peux vous dire que pour le trafic aérien vers la France, à l'extérieur et tout, très bonne année du transport aérien. Donc, on a tous fait en 2019 des bons résultats, plus ou moins brillants selon les compagnies. Air France a relancé des vols cet été. Donc là, maintenant, au mois de juillet, au mois d'août, sur la Caraïbe, par exemple. Et pour vous donner un petit point de repère, ils ont mis une offre, donc le nombre de vols, nombre de sièges dans le marché, c'est 60% de plus qu'en 2019, année exceptionnelle. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de raisonnement économique derrière tout ça. Il y a un raisonnement de présence, d'affichage massif. Éventuellement, si on tue un ou deux concurrents au passage de cette façon, ben, tant pis pour lui et tant mieux pour la grande maison. Donc, on est face à un comportement déloyal. Pourquoi? Parce que l'aide d'État massive, dans un secteur d'activité qui est ouvert à la concurrence, on sera en monopole. Je ne discuterai pas de ça. Mais là, on n'est pas en monopole. On est dans un secteur qui a été libéralisé quasiment en Europe de façon totale, aux États-Unis aussi. Quand quelqu'un reçoit de l'aide d'État massive et que ses petits voisins n'en reçoivent pas, ben forcément, ça crée, je viens de vous en donner deux exemples, des cas de concurrence dite déloyale. Alors, ce que vous disiez justement sur le nombre de vols aux Caraïbes n'est évidemment pas généralisé à l'ensemble de l'offre. Et pour venir aux États-Unis et à la route, notamment Paris-New York, on est plutôt dans une situation inverse où on a l'impression que cette période de crise a aussi permis d'une certaine manière de faire le ménage, entre guillemets, notamment parmi les compagnies que certains appellent low cost. Je sais que ce n'est pas forcément un terme que vous voulez employer, mais en tout cas les compagnies long courrier, disons compétitives, pour employer un mot positif. Il y en a moins. Il y a certaines comme Norwegian qui ont plus ou moins disparu, en tout cas de ces routes-là. Il y en a qui avaient disparu avant, d'autres, on ne sait pas encore quand et si elles vont être en mesure de revenir. Je crois que le chiffre, c'est à peu près 35% de capacité en moins par rapport à ce qui était le cas avant la Covid. Donc, d'une certaine manière, pour vous qui avez survécu et qui relancez, donc on l'a déjà dit, je crois, mais on va le redire, c'est le 14 juillet que le vol Paris-New York reprend sur French Bee pour ce qui concerne les New-Yorkais. Les gens qui veulent se rendre à New York, mais vous repartez finalement dans un paysage qui est plus favorable pour vous économiquement. Alors, là aussi, les choses sont souvent un peu plus complexes, mais effectivement, intéressons-nous à la desserte entre l'Europe et les États-Unis. Ce qui a différencié ce secteur géographique était très important. C'est un des axes, vous le savez, de trafic aérien les plus importants du monde. Historiquement, il a continué à se développer. Bon, il est lié aussi, soyons clairs, à la position économique de l'Europe, à la position économique des États-Unis. Bon, alors bien sûr, on parle de la Chine, on parle de tout ça, mais on est sur un cœur de route, trafic Europe-États-Unis, c'est quelque chose de massif. On s'est trouvé pendant la crise confronté à deux paramètres, là aussi, qui étaient peu prévisibles. Le premier, c'est la décision américaine prise par l'administration de Trump du travel ban, c'est-à-dire d'une façon extrêmement nette. Alors après, on peut en juger, est-ce que c'était bien, est-ce que c'était pas bien, mais aujourd'hui, un citoyen français ou un citoyen résident en France qui veut aller aux États-Unis, au jour d'aujourd'hui, il n'a pas le droit d'y aller. Alors, sauf bien sûr,
s'ils rentrent dans toutes les catégories particulières, et il y en a, les diplomates, certains cas très particuliers et autres. Donc, clairement, comme tout le monde le sait, le trafic aérien vers les États-Unis au départ de l'Europe s'est effondré et les compagnies, toutes les compagnies ont à ce moment-là soit arrêté des vols, soit réduit, comme on dit, leur capacité. Et le chiffre que tu cites, Emmanuel, est tout à fait exact. Si on compte aujourd'hui l'offre en siège, c'est quand même l'unité de compte de base dans notre secteur d'activité sur l'été 2021 par rapport, alors on revient aussi à une année normale, hein, c'est-à-dire 2019, on est à moins 35%, ce qui c'est des choses, des chiffres qu'on ne voyait pas, qu'on ne connaissait pas. Donc, il y a contraction de l'offre, clairement. Deuxièmement, dans cette offre, il y a deux choses qui sont significatives. C'est qu'effectivement, il y a des acteurs qui sont partis, qui ont disparu. Et je dirais que ceux qui sont partis, disparus, clairement, il y en a qui étaient de toute façon mal partis bien avant. Je veux bien que ce soit un métier qui fascine, que ce soit une activité qui a toujours une image, on va dire, un peu céleste, sans être trop près du soleil, évidemment, mais c'est un métier où il y a beaucoup d'excès, des croissances hallucinantes qui ne sont pas justifiées, de la mégalomanie, soyons clairs. Et il y a un moment donné où, comme dans les très bons restaurants, ou même les moins bons, il faut payer l'addition. Et là, ça peut être salé. Donc, il y a des compagnies qui ont disparu du circuit tout simplement parce qu'elles n'étaient pas capables d'être profitables et de tenir la route. Puis, deuxième phénomène, dans les compagnies qui n'ont pas disparu, et heureusement, il en reste beaucoup, y compris nos concurrents. Hein. Moi, je n'ai à aucun moment souhaité la disparition d'Air France ou d'un autre. Il y a eu une forte réduction des capacités parce qu'on a réduit, on a supprimé dans les programmes des avions qui n'avaient plus lieu d'être. Bon, soyons clairs, il y a quasiment plus de 380 qui volent sur l'Atlantique Nord, mais pour une raison simple, c'est que la 380 n'a jamais été un bon avion sur le plan économique. Il n'y a que quelques compagnies sur quelques points de la planète, sur quelques routes qui ont pu gagner de l'argent avec. Mais ce n'est pas un avion avec lequel on gagnait de l'argent. Avec le 777-300, avec la 350, on gagne de l'argent, pas avec un A380. Donc forcément, il y a eu un ménage qui s'est fait. Et en sortie de crise aujourd'hui, ça donne des opportunités à condition d'avoir deux choses fondamentales qui sont les clés du succès dans le transport aérien. Un, les bons avions. On ne fait pas du business profitable, durable, avec des avions qui ne sont pas adaptés. Et deuxièmement, des coûts en rapport avec ce que les clients sont prêts à payer. On peut dire, vous rentrez dans un magnifique avion, vous êtes servi par les meilleurs personnels du monde, vous allez avoir du caviar et tout. Très bien, ça, on sait fabriquer ça. C'est même assez simple à fabriquer, beaucoup moins compliqué qu'on le pense. Le seul problème, c'est qu'il faut convaincre le client de payer le prix qui correspond à cette prestation. Ça, c'est beaucoup plus difficile. C'est l'art du marketing, c'est l'art des vendeurs, mais c'est beaucoup plus difficile. Donc, on est dans cette configuration-là aujourd'hui. Et nous, French revient aux États-Unis d'abord parce que c'était dans nos plans. Sur l'argument avion, je pense qu'on a la 350. Clairement, il y a deux avions excellents aujourd'hui dans le monde, c'est la 350 et le 787 de Boeing. Il y a le 777-300ER qui a encore la route pour de nombreuses années parce que c'était une excellente machine, mais c'est celle déjà d'une génération un peu en avant. Et en matière de structure de coût, on cherche à être capable d'offrir des prix très compétitifs. Je ne sais pas si Sophie Oquez, ma directrice commerciale qui nous suit très près, aura la possibilité d'intervenir, mais je peux vous dire qu'on va arriver sur le marché avec des prix étonnants. On en reparlera tout de suite et on reparlera justement des conditions de cette reprise pour vous. Avant, à nouveau, un autre point plutôt sur les conséquences de cette crise et de cette année, de ces 16 mois qui se sont écoulés. On a parlé des conséquences économiques, mais il y a aussi des conséquences à long terme, sans doute en termes d'image pour l'industrie du transport aérien. On sait que les consommateurs ont une relation amour-haine, hate-love relationship avec les compagnies aériennes. Love, oui, haine un peu moins, mais des fois ils sont mécontents et ils ont parfois raison. Alors, bon, il faut bien reconnaître que notamment le début de cette crise a fait en sorte qu'il
y a énormément de vols qui ont été annulés. Des gens se sont retrouvés avec des billets qu'ils avaient achetés et ils ont eu parfois du mal à se faire rembourser. Je ne vous cache pas que parmi les questions qu'on a eues, il y en a eu certaines qui, par email qui ont porté sur ce thème, plus qu'un certain nombre, hein, sur la question du remboursement, et notamment de ce qui s'est passé au début. Vous avez très clairement été, comme toutes les compagnies aériennes, assaillis de demandes de remboursement. Quelle a été la politique que vous avez appliquée, et est-ce qu'avec le recul maintenant de cette année et quelques, il y a des choses que vous feriez finalement différemment par rapport à ce qui s'est passé au début? C'est sans doute des enseignements les plus importants que nous avons à tirer de cette crise exceptionnelle. On formule bien sûr des vœux pour qu'il n'y en ait pas d'autres, mais ça peut revenir sous une autre forme d'ailleurs. Et c'est un domaine où je témoigne sans aucune langue de bois et de façon directe, et en m'excusant auprès de nos clients, ce n'est pas le domaine où on a été les meilleurs du tout. Alors, il y a des raisons derrière tout ça. La première chose, tout le monde le sait. Hein. Bon, alors s'il y a parmi tous nos amis des lecteurs d'Astérix et d'Obélix, clairement, le ciel nous est tombé sur la tête hein, en mars 2020. Cette onde de choc, elle était d'une ampleur, c'était un tsunami géant. On n'était pas préparé du tout à ça. Et on a eu à gérer trois contraintes. Et encore une fois, on n'a pas été alors, toutes compagnies confondues, mais nous aussi, on n'a vraiment pas été dans les meilleures dispositions. On a eu à gérer trois choses. Des clients qui, effectivement, ont dit ben, moi, vous ne pouvez pas me faire voyager, remboursez-moi mon billet. Pression très forte. Alors, on peut citer des chiffres. Par rapport à un cycle normal, on a vu nos demandes de remboursement être multipliées par 10 ou par 20. Donc, nos outils, nos structures, nos process n'étaient pas capables d'encaisser cette onde de choc. Mais je reviendrai tout à l'heure sur les enseignements et comment on se prépare à une future hypothèse de ce genre. Deuxième point sur lequel il y a eu un manque de clarté, c'est le côté réglementaire. Alors, il y a la protection des consommateurs, c'est évident, mais il y a eu une hésitation entre est-ce qu'on doit rembourser les gens ou est-ce qu'on doit simplement reconnaître qu'on leur doit quelque chose. C'est un aspect important, les avoirs, enfin tous ces systèmes-là. Et je vais vous donner un exemple qui nous a mis dans l'embarras. Après, en gros, allez, pour simple, on va dire 2 mois de crise, la Commission européenne dit vous pouvez faire des avoirs, mais si quelqu'un demande un remboursement, vous devez le rembourser. Au moins, c'était clair. Mais dans l'activité touristique, les tours opérateurs, les mêmes gouvernants ont dit ah non, là, comme de toute façon, si vous devez tout rembourser, vous allez disparaître. Vous pouvez bloquer et dire que pendant 18 mois, on ne vous remboursera pas. Donc, nous, on était un peu pris au milieu de la bataille. Et encore une fois, on n'a pas été bon là-dedans. Hein. Je ne cherche pas à dissimuler la vérité, mais ça nous a beaucoup perturbés. Et puis, la troisième chose, c'est qu'en interne, en stratégie, on pensait qu'on allait redémarrer. Donc, on disait, OK, monsieur, notre client qui devait voyager, je ne sais pas, on va prendre une date au hasard, le 2 juin 2020, son vol n'est pas possible, il n'opère pas, donc il demande le remboursement. Mais on peut peut-être tenter de lui dire non, monsieur, on ne vous transportera pas le 2 juin parce qu'on n'a pas le droit de voler, mais le 15 juillet, on va voler, on vous reporte votre billet sur le 15 juillet. Et là, comme les événements ont changé, j'ai parlé de cet enchaînement de crise, de déconfinement, de reconfinement, on a été perdu. Ça a laissé sans doute des traces. Alors, on a fait, côté French Bee, on a fait ce qu'on a pu. On n'a pas forcément été très efficace, mais on a tiré un certain nombre d'enseignements. Premier enseignement, on a travaillé, on travaille aujourd'hui, on n'est pas au bout de nos peines, à automatiser ces process. Parce que personne ne peut prendre un tsunami comme ça où la demande est multipliée par 15 ou 20 instantanément. Donc, on est en train d'optimiser nos process de telle façon qu'on puisse, en digital, répondre très vite. Deuxièmement, compte tenu de la solidité de notre compagnie, du groupe Dubreuil, on a pris des dispositions. Et donc, aujourd'hui, je le dis clairement, et vous pouvez donner mon nom, s'il faut que je donne mon adresse mail ou celle de Sophie, il n'y a aucun débat. Toute personne qui veut se faire rembourser un billet d'avion French Bee ou Air Caraïbes est remboursé. Et on est venu à des délais de remboursement parce qu'il faut bien qu'on vérifie un peu 2-3 choses qui sont de l'ordre de 15 jours à 3 semaines.
S'il y a urgence, on peut même rembourser un peu plus vite. Donc, c'est une politique claire et là-dessus, on ne discute même plus de savoir qui a raison, qui a tort. Règlement par règlement, on rembourse. Puis troisièmement, comme on rouvre les vols sur New York, comme on rouvre les vols un peu partout, on dit à nos clients, si vous voulez voyager, utilisez votre billet et on va vous remplacer sur un de ces vols. Dernier point, tout billet que vous achetez maintenant, il est flexible et remboursable, quelles que soient les conditions. Parce qu'on ne veut pas vous recoller sur le dos une nouvelle contrainte en disant oui, mais ils vont aller. Non, si d'ici là, il se passe encore un événement, quel qu'il soit, pas lié à la pandémie, il sera flexible totalement. Et remboursable, y compris si je décide d'annuler de mon propre chef? Absolument. Ça, évidemment, vous ne ferez pas ça pour toujours. C'est une manière de relancer la confiance. Oui, mais il faut qu'on revienne à une relation d'abord équitable, là aussi, avec nos clients. Il faut qu'on fasse amende honorable sur ce qui n'a pas été traité de façon correcte. Et je mets plusieurs compagnies là-dedans, mais je m'y mets, nous, et je ne cherche pas à dissimuler nos responsabilités. Et puis, il faut qu'on réapprenne à convaincre nos clients. Bon, là, pour l'instant, on l'a mis au moins jusqu'au toute l'année 2021 et on s'adaptera et on fera le maximum pour revenir à un comportement. Alors, on sait bien que quand vous avez des billets, par exemple, très bas, il y a des contraintes. Si vous avez un billet très bas, par exemple, c'est parce qu'on vous fait voyager un certain jour de la semaine et pas le vendredi où tout le monde veut voyager. Bon, donc on ne peut pas tout échanger et tout changer en permanence, mais on sera flexible au maximum parce qu'on veut reconquérir nos clients. Alors, vous l'avez dit, vous remboursez tout le monde. Je vous ai dit, on a eu pas mal de questions là-dessus. Il semble qu'il y ait encore des gens qui, sur les vols de l'été dernier, n'ont pas pu être remboursés. On a Maurice qui nous explique qu'il a demandé à plusieurs reprises et que finalement, les choses n'ont pas été faites. Qu'est-ce qu'ils doivent faire, ces gens-là qui sont encore dans ces situations? Alors, il y a un numéro spécial, à part trouver l'email oui, de Marc Rocher. non, mais on a tout l'accès à notre site. Je n'ai pas de problème là-dessus. On a la possibilité aussi, bon, je vais vous donner une adresse commerciale @frenchbee.com. Ils envoient un mail et encore une fois, si il y a un problème, mon adresse, je vais la donner. Vous voyez que je ne fuis pas mes responsabilités. Rocher avec un T @frenchbee.com. Vous nous écrivez et on vous répondra et on fera vite. Eh ben, je vois que dans le chat, Caroline pose exactement cette question, y compris en demandant votre email. Donc, elle l'a maintenant. Voilà. Et on mettra l'email général, c'est commercial. Je suis en train de l'écrire dans le chat en ce moment. Frenchbee. Comme ça, vous l'avez tous. Merci beaucoup de ces explications et de cette honnêteté finalement sur, évidemment, un problème qui a concerné tout le monde et toutes les compagnies aériennes. Donc, c'est évidemment pas une spécificité de Frenchbee, loin de là, mais merci de ces explications. Vous avez dit, donc vous avez décidé de revenir aux États-Unis. Vous étiez déjà aux États-Unis dans votre liaison qui allait jusqu'à Tahiti, Paris, San Francisco, Tahiti. Donc ça, c'est une liaison qui existait avant la pandémie. Et juste au moment où la pandémie est arrivée, vous étiez sur le point de lancer, comme je disais tout à l'heure, Paris, New York. Vous allez donc reprendre. Dans le premier cas, reprendre, et dans le deuxième cas, commencer pour de bon. Cette fois, vous avez annoncé récemment la date du 14 juillet pour la première liaison, évidemment symbolique, 14 juillet, fête nationale française, Paris-New York. New York, Paris le lendemain pour le premier vol. Pourquoi le faire maintenant, dans la mesure où, comme vous l'avez dit, les États-Unis n'ont pas rouvert leurs frontières aux Européens, notamment aux touristes, mais même aux titulaires de visas, ce qui pose beaucoup de problèmes, notamment aux lecteurs de French Morning, aux gens qui nous suivent, qui pour beaucoup habitent aux États-Unis et ne peuvent pas retourner en France sous peine d'y rester coincés, de ne pas pouvoir revenir chez eux. Donc pourquoi le faire maintenant? Est-ce que c'est un risque? Est-ce que c'est pas un peu prématuré finalement? Bonne question. Alors, non, vous savez, dans ce monde, il y a plein de choses qui sont rationnelles et puis d'autres qui sont un peu irrationnelles. L'homme, la femme, les dirigeants, les acteurs
font la différence et heureusement, parce que sinon, on serait tristement en train de tomber dans un monde entièrement informatisé avec des robots partout. Donc, effectivement, il y a une part de risque, il y a une part de volonté, mais je peux quand même en expliquer les raisons. Première raison, nous voyons actuellement en France et aux États-Unis, en cette sortie de crise, on regarde tout un tas d'indicateurs que vous connaissez bien, on voit quand même actuellement une reprise massive de l'économie et une reprise assez forte. Les gens ont envie de sortir de chez eux, ils ont envie de dépenser. Moi, je fais partie des gens qui pensent que oui, il va y avoir un retour compliqué, difficile aux années qu'on a connues, mais le transport aérien va ressortir de cette crise et ça, j'en suis absolument convaincu. Donc, on voit qu'il y a une demande, qu'il y a une volonté. Je vais vous donner un point de repère sur une route qu'on connaît bien sûr très bien, qui est celle de Paris-Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. Une route quand même équivalente à New York, hein, ça dure 8 heures de vol. Nous y opérons à partir de début juillet 3 vols quotidiens dans chaque sens, donc on y met des moyens lourds. Aujourd'hui, instantanément, je vends plus de billets Paris-Pointe-à-Pitre qu'à la même époque en 2019. Encore une fois, je prends 2019, année de référence, très bonne année. Donc, on voit qu'il y a une soif de consommation, une soif de volonté de voyager. Il y a des choses qui sont restées stockées hein, au sens moral du terme, les gens qui avaient des vacances à prendre dans la famille, des étudiants qui veulent bouger, tout ça. Donc, il y a cette soif. Donc, nous, on se dit, si les clients veulent voyager, à nous d'être présents. Donc, on se lance. Deuxièmement, dans les éléments, alors là, tout à fait rationnels, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a maintenu nos investissements et nous avons actuellement à Orly un A350 tout neuf, hein, c'est un avion qui a moins d'un an, dont on a pris livraison parce qu'on l'avait acheté et qu'on n'a pas voulu changer nos plans. Donc l'avion est là, les équipages sont là, donc je n'ai pas de raison de ne pas les engager. Et je le fais avec beaucoup de détermination et beaucoup de volonté. Troisième point, il y a des obstacles. Alors, les obstacles du côté américain vers l'Europe, ils ont quasiment été levés, puisque deux points de référence. L'Europe a dit tous les Américains vaccinés are more than welcome. Donc, bienvenue en Europe et bienvenue en France en particulier. Bienvenue à Paris-Orly avec French Bee. Et puis, la deuxième chose, c'est que la France a même, dans le cadre des échanges récents avec, vous le savez, le sommet G7, classé les États-Unis en pays verts. Alors, il y a les verts, orange et rouge. Bon, tout le monde devine ce que c'est qu'un orange ou un rouge. Les États-Unis sont verts, donc libre trafic. La réciproque n'est pas tout à fait exacte, puisque l'administration Biden a décidé de sortir du travel ban d'une façon extrêmement lente et en disant qu'il me faut des comités bilatéraux pour examiner les conditions et tout. Mais nous, on fait le pari que ça va s'ouvrir. On fait le pari que ça va s'ouvrir et que ça va booster encore plus le trafic, puisqu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des résidents américains qui peuvent voyager vers l'Europe, mais que les résidents du côté français, avant d'aller aux États-Unis, se posent encore de questions. Alors, on fait le pari que ça va s'ouvrir, et de toute façon, ce qu'on constate aussi, c'est que le pic de demande, la soif de voyager, donc, que je vous ai expliqué, fait qu'aujourd'hui, on vend du New York-Paris en quantité, on en vend même beaucoup, il y a cette soif de consommation, et pour vous donner un élément de comparaison, dans les ventes que nous faisons tous les jours entre New York et Paris, j'ai déjà 60% de ventes côté américain contre 40% seulement du côté français. Ça veut donc dire que les Américains, les Américains résidents hein, aux États-Unis et beaucoup de Français surconsomment et donc ça compense une partie du handicap que nous avons. Mais bon, on est optimiste, on pense que l'administration Biden n'aura pas d'autre choix que d'ouvrir à un moment donné dans le courant des… Alors, s'ils ouvrent demain matin, c'est une très bonne nouvelle. On ira boire un coup de champagne ensemble, bien frais si possible et de bonne qualité. Mais s'ils ouvrent dans 15 jours, eh bien, on s'adaptera. On commence avec 4 vols par semaine. Notre objectif, clairement, c'est un quotidien. On va passer à 5 en août. Et puis, s'il faut aller à 6 ou 7, on ira à 6 ou 7 le plus vite possible. Alors, ceux qui ont essayé de prendre des billets pour cet été, en tout
cas pour à partir du 14 juillet, l'ont constaté en comparant les prix. Évidemment, les jours où vous volez, les prix sont beaucoup plus bas que les jours où il n'y a pas de concurrence. C'est évident. Néanmoins, il y a une question qui nous a été posée d'ailleurs par email et une sorte d'inquiétude basée sur ce qui s'est passé l'année dernière et ces derniers mois. Pour certains, c'est de se dire, bon d'accord, je vais acheter un billet pas cher, mais qu'est-ce qui se passe si si les États-Unis ne rouvrent pas avant septembre, comme le disent certaines rumeurs? Est-ce que ces vols risquent d'être annulés? Est-ce que vous allez néanmoins maintenir cette ouverture comme prévu s'il ne se passe rien dans les semaines prochaines du côté de l'administration Biden? Deux éléments de réponse parfaitement transparents. Bon, aujourd'hui, la machine est lancée. Si nous sommes là, c'est que c'est parti. Donc, vous doutez bien que dans le transport aérien, on a sur les épaules des engagements tellement lourds qu'à un moment donné, quand on appuie sur le bouton, alors, sauf cas extraordinairement compliqués, liés à la sécurité ou à la sûreté, qui sont des domaines non négociables, moi, l'avion, il est prêt, les équipages sont disponibles, on vient de tous les remettre en stage pour qu'ils soient rafraîchis, c'est le mot technique qu'on utilise, ça ne les concerne pas eux, ça concerne leur savoir et leur expérience. On est en train de rechecker toutes nos procédures techniques. J'ai 2 personnes actuellement aux États-Unis pour rencontrer les aéroports, on a des petits problèmes d'horaire et tout. Bon, donc on a appuyé sur le bouton. Deuxièmement, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, on a des ventes côté américain et ceux-là peuvent voyager librement qui marchent très bien. On va mettre le paquet. D'ailleurs, je vous remercie à travers French Morning de cet effort de communication que vous faites en notre faveur. C'est très sympathique et nous y sommes très sensibles. Et puis, on pense que l'administration américaine changera d'avis. Alors, si l'administration américaine ne change pas d'avis, bon, ça ne peut pas durer éternellement d'ailleurs, mais aujourd'hui, nos ventes sur l'été sont suffisamment robustes avec la partie américaine que de toute façon, on opérera nos vols. Ce qui peut se passer dans le pire des scénarios, c'est que la montée en charge, les 4 vols, on les opérera de toute façon dans toutes les conditions. Le 5e vol est déjà programmé. Bon, alors après, je vous ai dit, notre objectif, c'est d'aller à un quotidien. 7-7, c'est la règle d'or dans le transport aérien quand on est une compagnie installée. Je ne vous ai pas encore parlé du 6 et du 7e vol. C'est là-dessus que ça va se jouer. Si demain, M. Biden ouvre les portes, enfin, M. Biden, son administration, on accélérera la montée en charge vers le quotidien sur toute la semaine. S'il ne l'ouvre pas, on freinera un peu ce mouvement. Mais de toute façon, il y aura des vols Paris-New York selon le programme établi. Et si on devait réguler, ça serait que sur un changement de jour ou un truc comme ça, mais pas plus que ça. Alors, le prix d'appel pour ces New York-Paris ou Paris-New York, je crois, New York-Paris en tout cas, puisqu'on va parler en dollars, était ces derniers jours à 139 $ en aller simple. Évidemment, sans être un expert du transport aérien, j'imagine qu'à ce prix-là, vous ne gagnez pas d'argent. Vous êtes prêt à en perdre, à perdre pendant combien de temps finalement pour amorcer cette reprise? Et on dira après comment Alors, vous faites pour être moins cher à ce point-là. deux, trois éléments de réponse techniques à cette question qui est tout à fait légitime de la part des consommateurs. Premier point, le prix que vous citez, le 139 $, toute taxe comprise, bien entendu, one way, sur un aller simple, c'est un prix d'appel sur un service que RE French Bee a qualifié bien sûr de smart cost ou de low cost, on va appeler ça comme on veut, mais c'est un produit dépouillé, soyons clairs. C'est un vol sur un avion neuf, c'est un avion remarquable, l'Airbus A350, un avion très confortable en termes de cabine, d'altitude et tout, mais c'est avec un minimum de service, comme d'ailleurs les populations américaines ou européennes sont habituées maintenant. Et si vous voulez voyager avec ce que nous appelons le tarif Smart, on passe tout de suite à 200 $. Et puis, les prix vont monter en fonction du remplissage de l'avion. On pratique quelque chose qui est bien connu aux États-Unis qui s'appelle le yield management. C'est des prix d'appel. C'est des prix destinés à remplir les vols suffisamment pour qu'on puisse commencer effectivement à fermer ce genre de tarifs. Mais tant qu'il y en a, tant mieux pour les clients. Ce sont des tarifs très attractifs.
Et ce sont, je dirais à tous les clients, ceux qui nous écoutent, d'être des clients avertis, d'être clients qui se renseignent. Regardez sur Internet les prix, faites votre choix. Vous voulez voyager en classe affaires, clairement, ce n'est pas ce prix-là qui correspond à un service que vous attendez. Vous voulez voyager parce que vous êtes une famille, que vous contrôlez votre budget. Et ce qu'on voit dans les comportements des clients, vous préférez garder vos sous pour les dépenser à destination, prenez FrenchBee. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, nous sommes des gens qui avons d'expérience dans l'aérien et on sait qu'ouvrir une ligne aérienne, ça coûte de l'argent. Donc, on s'est mis comme objectif d'atteindre un point d'équilibre en environ 2 ans. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, bon, c'est comme beaucoup d'activités, investissement lourd. Nous sommes quand même une cash intensive activité. Hein. Un avion, bon, on parle d'un avion, c'est plus de 100 millions de dollars. Donc, on sait très bien que du jour au lendemain, il ne peut pas gagner de l'argent. Il lui faut un certain temps, il faut que la route mûrisse et autres. Donc, on s'est donné un délai de 2 ans. Alors, je précise que côté groupe Dubreuil et côté Air Caraïbes, on a gagné beaucoup d'argent dans le passé. On l'a accumulé, donc on avait des réserves, ce qui nous a permis de traverser la crise, on en a encore un peu. Et puis, on a des lignes qui gagnent de l'argent. Les Antilles gagnent de l'argent, la Réunion gagne de l'argent, FrenchBee sur Tahiti a gagné de l'argent en 2019. Alors là, c'est plus compliqué parce qu'il y a eu la crise, Tahiti c'est loin, mais on a quand même des ressources. Tout ça, c'est apprécié de façon évidemment globale. Et on veut réussir sur les États-Unis parce que sur San Francisco, en route vers Tahiti, on avait eu de bons résultats. En 2019, 100 000 passagers. Bon, ça prouve que ça marchait. Oui, on a été coupé dans notre élan, mais on va revenir à San Francisco aussi. Et on veut se développer sur les États-Unis. On ne fera pas que New York, on ne fera pas que San Francisco, mais ça, c'est des plans pour 2022-2023. C'était ma question pour plus tard, mais avant ça, vous avez parlé de l'A350 et de ses avantages économiques finalement pour une compagnie comme la vôtre, qui est un avion plus efficace et donc plus rentable sur une ligne comme Paris-New York. Mais qu'est-ce que ça change l'A350 et plus largement pour le consommateur finalement, pour le voyageur, et plus largement, quelle est finalement l'offre FrenchBee par rapport à vos concurrents? En quoi voyager sur FrenchBee est différent ou particulier par rapport aux autres? Alors, l'avion lui-même, j'en dis beaucoup de bien. Bon, je les paye très cher chez Airbus, trop cher. Bien que les prix aient baissé récemment. C'est ce que j'allais dire, vous les avez payés nettement moins cher quand même. C'est quoi la baisse par rapport? Qu'est-ce que vous avez le droit de nous dire sur les conséquences de la crise sur le prix d'un avion? Je vais vous le dire autrement. D'abord, les avions, ça se commande, ça s'achète avant la crise, il faudra parler comme ça s'achetait avec des préavis assez longs quand même. Quand vous commandez un Airbus A350, généralement, on ne vous le livre pas avant 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont acheté les autres avant vous. Et donc, vous passez après. Et puis, il faut qu'Airbus, comme Boeing, ait le temps de les fabriquer. Donc, c'est des avions, c'est une décision, on va dire, mid-terme. Hein. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Alors, il y a des lessors pour des avions disponibles, mais généralement, eux aussi, ils s'engagent que si vous leur prenez l'avion derrière. Deuxièmement, pour que M. Boeing ou M. Airbus, quand même, ne fasse pas tout ça pour rien, vous versez des PDP, des prêts délivrés payment. On va vous faire payer avant de recevoir l'avion. Monsieur, vous avez l'amabilité de nous en commander un, on vous aime bien, on a négocié le prix avec vous et tout, mais alors, ordre de grandeur, vous en payez un bon tiers avant d'en prendre livraison. Donc, c'est quand même beaucoup de cash à sortir. Vous payez un tiers du prix de l'avion avant même que vous l'ayez reçu et quand vous avez offert les clés du cockpit. Donc, c'est quand même des montants, quand vous parlez en centaines de millions de dollars, vous doutez bien que ça fait quand même beaucoup, beaucoup d'argent. Et puis, ensuite, quand vous en prenez livraison, il faut payer le sol, bien entendu, cash. Donc, il n'y a pas d'avion livré neuf sans qu'il soit payé cash, remis sur l'ongle le jour de la livraison. Et donc là, contrairement à d'autres, vous achetez vos avions, vous ne faites pas de leasing. Alors, on fait moitié-moitié. On a des avions en propriété et des avions en leasing. Alors, dans le leasing, les circuits financiers sont un peu différents puisque on va vous le louer, vous n'allez pas l'acheter, mais quelque part, vous le payez aussi. Et là aussi, avant la crise, des contrats de leasing sur ces avions-là, qui sont des investissements énormes, j'en connaissais pas à moins de 10, 12 ans, alors qu'avant, on avait des leasings à 5 ans. Là, maintenant, alors, la crise est passée par là, ça a un peu changé les choses, mais c'est un peu les ordres de grandeur.
Voilà un peu le cycle du côté de l'avion. Alors, quand vous achetez des avions neufs, autre information, il y a un saut technologique à peu près tous les 30 ans. Le dernier saut technologique majeur, c'était la génération A330, Boeing 777, et puis A320 et Boeing 737, 600, 700, 800, ce qu'on appelle les NG. Et ça, c'est des avions qui ont 30 ans. Et là, il y a eu un saut technologique récent, c'est le 787 et l'A350. Saut technologique qui n'a pas eu lieu dans les moyens courriers. Alors, il y a des avions modernes. Le 37 MAX est un bon avion, au-delà des problèmes terribles qu'il a subis, mais bon, c'est des problèmes finalement assez isolés. Les conséquences ont été colossales, mais l'événement lui-même, on savait où il fallait travailler. Et puis, bon, côté Airbus, l'A320, c'est un avion qui a 30 ans. Alors, A320, 321, Neo, tout ça, d'accord, on l'améliore, mais ça ne change pas l'avion. Le saut technologique, il a lieu quand vous passez à une nouvelle technologie majeure. Et sur le 787, comme sur l'A350, on passe au carbone. L'avion est beaucoup plus léger. On passe à tout digital à bord, y compris dans la gestion de l'avion, et on passe à des moteurs nouveaux qui consomment moins. Donc, on va le retrouver sur une économie de maintenance et on va le retrouver sur une économie de carburant. Alors, le carburant, je sais bien que ce n'est pas un argument, malgré tout ce qu'on dit dans les médias, qui porte beaucoup, mais un A350 par rapport à un A330, c'est-à-dire la génération d'avant, Airbus, c'est quand même 25% de carburant. Au moment où l'écologie, l'environnement deviennent un souci majeur de la planète, souci qu'on ne peut pas ignorer, vous donnez un autre point de repère. Alors, je sais bien qu'aux États-Unis, vous parlez en gallons, mais un Paris-New York par passager aux 100 km, on est en dessous de 1,8 litre de consommation de carburant. En dessous de 1,8 litre. Il n'y a pas de voitures qui font ça. Alors, bien sûr, vous n'êtes pas obligé de… Pour aller à New York, il n'y a pas le choix, mais ça vous donne un point de repère. Alors après, le saut technologique, il a eu lieu dans la cabine. Alors vous allez me dire, la cabine, finalement, elles se ressemblent toutes les mêmes. Après tout, il y a des sièges, ils sont plutôt serrés quand on voyage en éco, oui, c'est vrai. Mais il y a eu quand même deux switches majeurs. Le premier, c'est le confort de l'avion lui-même. Pour vous donner une idée, un A330 entre Paris et New York, ça vole à 36 000 pieds d'altitude. L'A350, il vole 5 000 pieds plus haut. 5 000 pieds plus haut, ça veut dire plus de confort, les moteurs sont moins brillants, l'avion vibre moins et surtout, comme il est en carbone et qu'il n'est pas en aluminium et qu'il peut se déformer d'une façon différente, on va mettre plus d'air dans la cabine. Et je vais vous donner un autre point de repère. Quand vous êtes dans un A330, donc la génération d'avant, c'est comme, pour ceux qui connaissent, vous êtes dans une station de ski de haute montagne, vous êtes haut, vous êtes au-dessus de 2000 mètres d'altitude. Quand vous êtes dans un A350, vous êtes à 1500 mètres d'altitude, c'est-à-dire dans les villages familiaux de ski. Ce n'est pas du tout pareil. On peut comparer, alors chacun préfère ses stations ou autres, mais Tignes, en France, c'est pas les villages de la vallée de Chamonix. Donc, vous le verrez d'une façon certaine, c'est quand vous descendrez, vous direz, je suis moins fatigué. Bon. Alors après, évidemment, la densité en cabine, elle est liée à l'économie. Bon, mais là, on l'a aussi travaillé en mettant à bord le maximum de divertissement. Les écrans télé, toutes ces choses-là ont fait énormément de progrès. Et donc, on essaye de faire passer le temps aux passagers parce que c'est aussi pour eux un moment de voyage et plutôt, en quelque sorte, ils arriveront à destination dans de bonnes conditions, mieux ça vaudra pour eux et c'est ce qu'on essaye de faire avec notre personnel de bord, évidemment. Très bien. Alors, si vous avez des questions pour Marc, c'est le moment parce qu'on se quitte dans 2 ou 3 minutes, 4 minutes maintenant. N'hésitez pas à les laisser ou à lever la main si vous êtes sur Zoom avec nous, ou les laisser en commentaire. On avait une Allez-y, question. allez-y. Non, mais je Quand je fais dis signe lever pour que la tout le monde main, comprenne.
il y a un petit lever la main, il y a un petit symbole en bas de votre écran, raise hand si vous avez votre écran en anglais. Si vous appuyez dessus, ça me le signalera. Et on a par exemple Martine qui le fait tout de suite. Martine, elle a disparu. Ah non, elle a changé d'avis, Martine. Bon, alors je ne sais pas si je lui donne la main. Je vais quand même voir si elle est là. Martine, vous nous entendez? Est-ce que vous nous entendez, Martine? C'était Elle est une présente. erreur. C'était C'était une une erreur. erreur, elle a testé, Martine. Est-ce que vous Excusez-moi. voyagez sur FrenchBee, Martine? Je ne connaissais pas du tout FrenchBee. C'est très intéressant cette présentation est très impressionnant la manière dont Marc Crochet présente son affaire et ça donne confiance. Eh bien, très bien. Merci beaucoup, Martine. Merci. Je crois qu'on a quelqu'un qui a levé la main, c'est Gino. Je vais donner la parole tout de suite à Gino. Gino, vous nous entendez? Il faut activer votre micro pour Oui, qu'on puisse vous entendre. m'entendez-vous? Oui, allez-y. Il y a combien de places dans votre avion, Monsieur Rocher? Alors, la 350 de French Bee, c'est un avion, c'est une grosse machine. Elle emmène 411 passagers s'il est complet, ce qui nous arrive sur certaines routes très fréquemment, pas toujours. Et dans ces 411 places, il y a 35 sièges à l'avant dans une cabine qui est une cabine améliorée, qui n'est pas une business. On ne cherche pas à vendre ce que nous ne savons ou ce que nous ne voulons pas faire. Et c'est cet équipement sur un avion gros et large qui nous permet d'offrir des prix très compétitifs en matière de classe économique et de classe premium éco. Quand on achète un billet à 139 €, ça coûte combien de dîner? Alors, les prix sont progressifs, mais si vous prenez le Smart qui est juste au-dessus du basique à 139 €, à 209 €, vous avez repas et bagages en soute. Vous ne pouvez pas acheter un repas une fois que vous êtes sur place en économie? Si, vous pouvez l'acheter dans l'avion. Je n'ai pas sous les yeux tous les tarifs, mais le site va vous répondre. Le site affiche tout ça à partir je pense, de demain ou après-demain. Est-ce que votre A350 en classe au-dessus de 35 places sont des cabines fermées ou des banquettes? Alors, est-ce que la cabine est isolée de la classe éco? La réponse est oui. Est-ce que ce sont des sièges coques? Non, parce que le siège coque dans ces aménagements-là ne nous a pas convaincus par son confort. On trouve que les gens sont engoncés. Donc, vous êtes à côté des passagers qui sont assis sur la même rangée que vous. Mais c'est un siège qui est confortable, c'est un siège dans lequel, clairement, les conditions de transport sont beaucoup plus favorables. Ce n'est pas un siège couchette, soyons clairs. Et pour vous donner un point de comparaison, on a 10 sièges de front en cabine économique. En classe avant, on est à 7 de front. Donc, vous voyez bien que vous êtes forcément beaucoup plus confortable. Merci beaucoup, Gino. On arrive maintenant au terme de cette heure. Merci beaucoup, Marc. Alors, on a une bonne nouvelle. Vous avez une bonne nouvelle pour les gens qui nous écoutent et plus largement les lecteurs de French Morning. C'est qu'il y a, je crois, un petit bonus pour les gens qui prennent leur billet. C'est ça? Oui, on a lancé une opération. Alors là, soyons clairs, on est dans le promotionnel. Bon, c'est un geste commercial. Je ne sais pas si Sophie est en ligne. Sophie, tu m'entends? Est-ce que Sophie est là? Je vais lui redonner la parole si elle est là. Voilà. Sophie Auquez, Voilà. c'est la directrice commerciale. Alors, elle s'implique tellement à nos côtés avec tous les équipages que je préfère que ce soit elle qui en parle. Donc, Sophie, remets ton micro et dis-nous ce que tu proposes comme cadeau de démarrage à tous nos amis. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Oui. Bonjour Sophie. Bonjour. Donc, en effet, spécialement pour les lecteurs et lectrices de French Morning et les gens présents ce soir, nous offrons une réduction de 50 $ qui sera valable sur tous les billets au départ de New York à partir donc du 15 juillet avec un code promo qui est que je t'aime parce qu'on a tellement envie de vous revoir à Paris.
Et donc, cette réduction est valable pour tous les achats de voyage pour 2 passagers au minimum, au départ de Newark vers Paris, entre le 15 juillet et le 30 septembre, sur l'ensemble des tarifs. Et si vous êtes abonné à la newsletter de French Morning, vous aurez tous les détails dans cette newsletter prochainement. Donc, lisez French Morning. Voilà, c'est le conseil qu'on retiendra de cette heure passée ensemble. Merci beaucoup, en tout cas, à tous ceux qui nous ont suivis sur ce Zoom et aussi, vous étiez plus nombreux et vous serez plus nombreux sur Facebook en direct et dans les replays qui vont suivre. Donc, n'hésitez pas, évidemment, à poser vos questions à French Morning ou directement à French Bee. Vous avez maintenant l'email du patron si vous avez tout suivi. Donc, bon courage à lui pour répondre aux emails. Et merci encore, Marc, de cette heure passée ensemble à nous expliquer à la fois ce qu'il en est pour French Bee et puis je crois qu'on a vraiment tous appris sur l'industrie du transport aérien, comme on le fait à chaque fois qu'on passe ensemble. En tout cas, moi, j'ai appris beaucoup. J'espère que vous aussi, tous ensemble. À très bientôt. Merci. À très bientôt sur French Morning et sur French Bee, j'imagine, si vous allez en France. À bientôt. Merci. Merci Emmanuel et merci à tous et bienvenue à bord de nos avions prochainement.